On entend beaucoup parler de stress post-traumatique, surtout en ce moment, mais pour comprendre de quoi il s'agit, il faut le replacer dans l'évolution des conséquences d'un traumatisme sur une personne. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le traumatisme? Un traumatisme, c'est un événement brutal, inattendu, qui dépasse complètement les possibilités d'un sujet de pouvoir le gérer. Il sent son existence physique, son existence psychique menacée, et d'ailleurs, ça peut être dans une posture de victime, mais même aussi parfois dans une posture de témoin ou même d'agresseur terrifié par ce qu'il fait. Mais ce qui est important, c'est que dans les suites du traumatisme, l'organisme va mobiliser toutes ses ressources et on va avoir ce qu'on appelle un état de stress aigu, qui est tout à fait normal, hein, qui est une réponse normale, physiologique pour gérer l'événement. Ça dure entre 2 et 28 jours. Alors, il peut y avoir un isolement social. C'est une période très propice, en tout cas, à pouvoir parler de ce qu'on vit, à pouvoir s'en donner des représentations, comme on dit en psychologie, mettre des mots, et cela permet de prendre du recul par rapport à l'événement. Si tout ça se passe bien, eh bien, les choses peuvent en rester là. Bon, le traumatisme reste présent, mais le sujet ne perd pas en socialisation. En revanche, si le traumatisme a été trop grave, si la personne n'a pas trouvé quelqu'un qui en parlait, si elle s'est sentie abandonnée, eh bien, il risque de se constituer un état de stress post-traumatique. Alors, cet état de stress post-traumatique, il apparaît en règle générale donc après 28 jours, hein, et souvent après d'ailleurs une phase de latence, on a l'impression que la personne va mieux. On dit parfois de ces personnes dans cette situation qu'elles sont résilientes, elles font preuve de résilience, et puis quelques semaines, quelques mois après, voire quelques années après, eh bien, on s'aperçoit que ces personnes sont dans un état de stress post-traumatique. Et cet état de stress post-traumatique, contrairement au stress aigu, est un état évidemment pathologique qui va se caractériser par des symptômes très préoccupants. Alors, ces symptômes très préoccupants, il y en a quatre. Il y a bien sûr l'angoisse, hein, l'angoisse, l'anxiété, la crainte que la catastrophe survienne à nouveau. Hein, on le voit par exemple pour des personnes qui ont vécu des inondations. Hein, la rivière près de chez eux est brutalement débordée, des gens dans leur famille ont pu mourir. Évidemment, ils craignent que ça se reproduise, l'anxiété que la catastrophe se reproduise, une hypersensibilité aux moindres signes pouvant annoncer le retour de la catastrophe, un état dépressif traînant, hein, qui peut être très invalidant, avec des conséquences professionnelles évidemment, et puis quelque chose d'assez étrange, hein, qu'on a mis longtemps à comprendre, qui est un état de confusion dans lequel la personne qui a vécu un traumatisme va le revivre épisodiquement. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui se présente comme normalement, quoi, voilà, communique normalement. Et puis tout d'un coup, parce qu'il voit une image à la télévision, parce qu'il entend prononcer un mot, peut-être simplement parce qu'une idée lui vient à l'esprit, un souvenir lui vient à l'esprit, cette personne change brutalement, elle se retrouve projetée dans son passé. On dit qu'il y a une confusion entre le présent et le passé, et cette personne se met tout d'un coup à réagir comme si elle était dans la situation traumatique. C'est-à-dire qu'une personne a vécu une inondation, par exemple, il se met à des années avant, et puis voilà, un jour, il se met à pleuvoir un peu fort, et cette personne, tout d'un coup, ne dit pas « Ah, je crains qu'il y ait une inondation comme il y a quelques années et tout ». Non, ça prouverait qu'elle a pris du recul. Mais cette personne se met à se comporter exactement comme dans l'inondation. Il faut boucher les portes, se réfugier au dernier étage, appeler les pompiers. Mais on lui dit « Mais non, regarde, il n'y a rien, il ne se passe rien ». La personne est projetée dans son passé. Voilà, et donc anxiété, dépression, état confusionnel, hein, parfois avec cette confusion du présent et du passé. On peut trouver aussi bien sûr des troubles somatoformes, hein, c'est-à-dire qui se manifestent par des changements corporels, la chute des cheveux, le blanchiment des cheveux. Et puis on trouve aussi bien sûr chez ces personnes une hypersensibilité, hein, souvent à la relation, avec un risque facile de sentiments persécutoires, hein, des gens qui très vite montent au créneau, très vite se sentent menacés, une grande fragilité émotionnelle. Et puis, telle fragilité émotionnelle d'ailleurs que parfois ces personnes, pour essayer de se calmer, pour essayer de trouver un peu d'apaisement, ont recours à l'alcool ou à d'autres drogues, un risque de comportement toxicomane. Alors, d'où elle vient cette grande fragilité, hein? C'est aussi un point qu'il faut bien comprendre, parce que quand on pense fragilité, on pense souvent à une fragilité par rapport à l'estime
qu'on a de soi ou par rapport à la crainte qu'on a de perdre l'affection de son entourage, hein, une vulnérabilité. Mais il faut bien comprendre que c'est encore plus compliqué que ça quand il y a traumatisme. Alors bien sûr, dans un traumatisme, il y a le risque de perdre de l'estime de soi, mais parce qu'on n'a pas su anticiper. On peut être culpabilisé même par les pouvoirs publics. Vous étiez dans une région inondation, vous auriez dû le savoir. Voilà. Ou alors, on peut avoir perdu l'estime de soi parce qu'on n'a pas pu protéger ses proches. On peut perdre l'estime de soi aussi parce que on a été vu dans une situation d'extrême fragilité, d'extrême vulnérabilité. On en a honte, on dit mais quelle image j'ai donnée de moi. Donc perte d'estime de soi. Le deuxième point qui fragilise beaucoup les gens qui ont un traumatisme, c'est l'inquiétude de perdre évidemment l'affection de leurs proches. Peut-être mes proches ont l'impression que je ne les ai pas suffisamment protégés, que je ne les ai pas suffisamment prévenus, que je n'ai pas été à la hauteur. Donc ils m'aiment moins, peut-être ils m'aiment moins. Donc ça rend extrêmement insécurisé et très susceptible. Et puis, troisième raison, c'est parfois même l'angoisse de perdre le contact avec sa communauté, de s'être retranché de sa communauté, d'avoir vécu des choses que les autres ne peuvent pas accepter, ne peuvent pas comprendre. Et vous voyez, ces trois dimensions, en fait, qui peuvent être affectées dans des traumatismes graves, l'estime de soi et la confiance en soi, la confiance qu'on porte dans la certitude que les autres, que nos proches ont de l'affection pour nous. Et puis, la certitude de faire partie de la de petite communauté, mais aussi de la grande communauté des hommes. Quand ces trois bases de l'identité sont affectées, eh bien, évidemment, les personnes se trouvent extrêmement vulnérables au risque de tenter de fuir l'angoisse qu'elles vivent dans des comportements toxicomanes, dans des comportements agressifs ou parfois dans des comportements masochistes. Évidemment, nous sommes tous susceptibles d'être un jour affectés par un traumatisme gravissime qui provoque chez nous un état de stress post-traumatique. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des traumatismes qui sont plus difficiles à affronter que d'autres, et puis il y a des personnalités qui sont moins préparées que d'autres à affronter les traumatismes. Alors les traumatismes les plus difficiles à affronter, c'est ceux qui sont liés à des décisions humaines. Traditionnellement, enfin, le plus fréquent, les agressions physiques, les viols sont des traumatismes dont il est très difficile de se remettre parce qu'ils ébranlent la confiance dans l'humain et même parfois dans des proches quand l'agression est commise par un père, une mère, un frère, un oncle, etc. Donc, traumatisme dont il est très difficile de se remettre lorsqu'une intervention humaine est à leur origine, surtout si cette intervention humaine a été volontaire. Alors, le deuxième type de difficulté, d'inégalité par rapport au traumatisme, c'est évidemment la personne qui vit la situation traumatique. Et là, il y a deux types de personnes qui sont particulièrement menacées. Premier type de personnes, c'est ceux qui ont vécu précédemment un autre traumatisme semblable ou même différent, mais qui n'ont pas pris du recul, qui n'ont pas, comme on dit dans le jargon psy, élaboré, enfin qui ne se sont pas donné des représentations personnelles de l'événement, qui ne sont pas capables, en d'autres termes, d'intégrer cet événement dans un récit de vie, dans un récit personnel, qui n'ont pas pu en parler à leurs proches, qui sont restés refermés sur leur traumatisme. Et alors ces personnes, quand un nouveau traumatisme arrive, elles vont avoir double dose en quelque sorte d'agression. Elles vont être agressées par les sensations, les émotions, les états du corps liés au traumatisme présent, puis elles vont être agressées aussi par la réactivation, par leur mémoire, des angoisses, des terreurs, de tout ce qui a pu marquer le traumatisme précédent. Donc, double drame de vivre l'afflux non maîtrisable de tout ce qu'évoque le traumatisme présent, mais aussi le retour de tout ce qu'a fait vivre le traumatisme précédent. Et puis, deuxième catégorie de personnes, en particulière fragilité par rapport au traumatisme, sont évidemment les enfants. Alors pourquoi les enfants? Parce qu'ils n'ont pas une confiance en eux-mêmes bien installée et une confiance dans les autres bien installée. Ils sont en train de fabriquer leur confiance en eux-mêmes et leur confiance dans les autres. Ce qui fait que s'il leur arrive un traumatisme, ce traumatisme ne va pas seulement les confronter à la qualité de leur propre confiance, voilà, mais va briser leur capacité de construire leur confiance en eux-mêmes et dans le monde. Et on voit chez des enfants traumatisés une attitude très particulière qui est le retrait émotionnel et retrait d'engagement dans la relation extrêmement rapide
à chaque fois qu'ils ont l'impression de percevoir une petite menace. Ce sont des enfants qui semblent à peu près socialisés normalement, et puis ils nous parlent de quelque chose, et puis tout d'un coup, on les écoute, puis tout d'un coup, on peut penser à autre chose, on peut être préoccupé par autre chose, on peut tout d'un coup avoir l'attention attirée par autre chose. Et l'enfant normal, il voit que vous pensez à autre chose, il dit écoute-moi, ou il reprend sa phrase. L'enfant qui a vécu un traumatisme grave, tout de suite, il a l'impression qu'il est rejeté, qu'il est incompris, que c'est une confirmation de son inquiétude qui pouvait intéresser personne, qu'il était immédiatement retranché de la communauté. Donc cet enfant-là va immédiatement rentrer dans sa coquille, comme un escargot dont on effleure les antennes. Et ça, c'est très spectaculaire et très perturbant pour l'entourage qui est d'autant plus dans l'incompréhension de cela qu'il ne peut ne pas connaître le traumatisme qu'a vécu son interlocuteur enfant. Tout ce que je viens de vous dire, j'espère, va vous permettre de mieux comprendre pourquoi ce confinement que nous avons traversé, pourquoi ces difficultés dans lesquelles nous sommes encore par rapport au Covid-19, fait que tout cela peut constituer un état de stress aigu et un état de stress post-traumatique chez certaines personnes. Il faut bien comprendre que cette crise a été exceptionnelle, non seulement par sa nature, mais aussi par les angoisses qu'elle a mobilisées chez chacun d'entre nous. Alors d'abord, évidemment, une angoisse de mort physique, mais pas seulement le risque d'attraper la maladie, peut-être d'en mourir pour les plus âgés ou d'en garder des séquelles, mais le risque aussi de communiquer la maladie à ses proches, ou le risque que les gens qui nous sont le plus proches, que nous entourons le plus de notre affection, nous communiquent la maladie à leur insu. Et donc, ça, c'est totalement inédit. C'est pire que le sida, parce que le sida, vous avez un certain nombre de protections. Vous savez que vous pouvez communiquer la maladie, vous l'attrapez par une relation sexuelle. Donc voilà, vous protégez. Comment voulez-vous vous protéger des gestes d'affection, d'autant plus qu'il a été question de distanciation sociale. Et là, les gens ont eu l'impression que leur lien était rompu, que ces liens qui fondent le sentiment d'appartenance à la famille et au groupe étaient rompus. Donc, angoisse de mort physique, on peut communiquer la maladie, on peut se faire communiquer la maladie par des proches, et puis angoisse de mort sociale, le fait qu'il va falloir établir des barrières partout et que si un proche meurt, on ne pourra même pas aller à son enterrement, les mariages sont reportés, les anniversaires sont reportés. On a l'impression tout d'un coup que la vie sociale s'arrête, fermeture des restaurants, fermeture des cafés, donc angoisse de mort sociale. Et puis, troisième type d'angoisse de mort, une angoisse de mort psychologique, angoisse du vide, parce que pour beaucoup de gens qui se sont retrouvés tout seuls chez eux, que faire? À quoi s'occuper? Vous savez ce qui est arrivé, une augmentation considérable de télévision, de jeux vidéo, l'Organisation mondiale de la santé même proposant de jouer à des jeux vidéo pour s'occuper, pour ne pas être confronté à un sentiment de vide terrible, parce que le vide, c'est l'inexistence. Donc il faut avoir des émotions pour se sentir vivant. Quand vous êtes tout seul cloîtré chez vous, les émotions, qui peuvent vous les donner? Rien de mieux que la télévision, rien de mieux que les écrans, rien de mieux que les jeux vidéo. Donc angoisse de mort physique, angoisse de mort sociale, angoisse de mort psychique, et puis même angoisse de mort de notre monde, de notre culture, de notre planète, puisque certains collapsologues ont même profité de l'occasion pour nous dire on vous l'avait bien dit, la planète n'était pas contente, elle va se venger, on va tous y passer, vous allez voir, enfin pas tout à fait tous, enfin beaucoup quand même, voilà. Donc même les gens qui n'y croyaient pas avant ont pu se dire oui, ça y est, quoi, c'est la fin de l'espèce humaine. Donc, vous voyez, toutes ces morts ont fait qu'on s'est retrouvé dans un tel état d'insécurité, de perte de confiance. En plus, perte de confiance, pas seulement dans soi, dans ses proches par rapport à la maladie, perte de confiance dans les pouvoirs politiques, qui nous ont menti, on a compris très vite. Crise de confiance dans les pouvoirs scientifiques. Les scientifiques se sont jamais engueulés autant les uns que les autres que dans cette histoire du Covid. Donc, du coup, une grande insécurité qui fait que ça a pu se traduire chez certaines personnes par un état de stress aigu pendant le confinement et maintenant par un état de stress post-traumatique